Bonjour à toutes et à tous, toujours avec vous, professeur du management à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Kinitra. Nous sommes dans le cadre de la séquence ou du chapitre relatif au style de management. Nous avons déjà travaillé sur un certain nombre de styles. Il convient toujours dans le début de chaque séance, de faire un rappel sur ce que nous avons déjà fait. En fait, à vous rappeler bien, nous avons travaillé sur la notion du pouvoir, nous avons travaillé sur la notion de l'autorité, les sources du pouvoir et même l'exercice du pouvoir. Et nous avons dit que l'autorité, c'est l'exercice du pouvoir. Mais la manière d'exercer l'autorité, il diffère d'une personne à une autre, d'une organisation à une autre, d'une entreprise à une autre. D'où la nécessité de parler des styles de management. Et lorsqu'on dit un style de management, c'était tout simplement, c'est le deuxième rappel important, un élément fondamental dans le processus de management. Rappelez-vous bien, on a dit que la performance de toute organisation, son efficacité, il dépend en grande partie du style de management adopté dans cette organisation. Mais un bon style de management, un style de management adapté à une entreprise ou une organisation, il peut être une condition très importante pour la réussite. Mais je rajouterai que si un bon style de management permet de réussir, permet d'atteindre l'efficacité, l'efficience et la performance d'une entreprise, il n'est pas la condition unique et suffisante. Et je dirais même, si le style de management adapté est bon, peut expliquer la réussite, un mauvais style de management est garant de l'échec. Si nous n'avons pas un bon style de management, nous avons l'échec. Si nous avons un bon style de management, on n'a pas obligatoirement la réussite, comme je l'ai déjà avancé. Et je me suis inspiré de Peter Drucker en parlant des structures. Alors, les 5 auteurs références dans le cadre des styles de management, on a parlé de Carl Lewin déjà, et on a parlé des 3 styles de management de Carl Lewin. On a parlé de Francis Likert, qui a défini pour lui, il a défini les 4 styles de management. Et nous avons parlé de la théorie XY et Y de McGregor, qui considérait, dans le cadre de la théorie X, qui considérait l'homme comme étant il n'aime pas le travail, il n'est pas motivé par le travail et par voie de conséquence, il nécessite un style de management directif. On doit lui donner des ordres et on doit le diriger. Et la théorie Y, c'est un petit peu le contraire, c'est que l'homme, il peut être motivé, il peut s'épanouir, il peut se développer via son travail, il est impliqué dans son travail. Maintenant, nous allons nous concentrer sur 2 autres apports très importants. D'abord, si vous vous le rappelez bien, on a parlé Carl Lewin, il a parlé des styles de commandement, Likert des styles de management, théorie XY de Gregor et Black et Moton, ils ont pas leur rapport principal, c'est la grille managériale. Lorsqu'on dit grille managériale, vous allez voir un petit peu à quoi ça correspond et à quoi il ressemble. Puis, le leadership situationnel, le mot-clé là, c'est la situation. Le style de management pour une situation bien déterminée. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est essentiellement de traiter les styles de management chez Black et Moton, les styles de management chez Hersey et Blanchard, sans oublier une comparaison entre un manager et un leader à la fin. Alors pour Black et Moton, c'est très simple. Ils ont pris 2 critères principaux pour faire la classification. Le premier, des managers qui se concentrent beaucoup plus sur l'être humain, sur les personnes, dans l'organisation, dans les entreprises. Le deuxième critère, c'est l'intérêt pour les facteurs de production ou l'intérêt porté à la tâche, l'intérêt au résultat, l'intérêt à la production. Donc, 2 critères principaux. L'intérêt à la personne, l'intérêt aux humains, l'intérêt au résultat, à la production et à la tâche. De là, ils ont élaboré une grille qu'ils ont qualifiée de grille managériale, pour laquelle il y a
deux niveaux, deux axes. Le premier, c'est en fonction des deux critères qu'ils ont pris en considération, le degré d'intérêt porté aux tâches dans l'axe des abscisses, aux résultats et à la production. Et dans l'axe des ordonnées, c'est le degré d'intérêt porté à l'humain dans l'entreprise, dans le travail. Et ils ont élaboré une matrice, parce que dans les degrés, ils ont défini degré faible, fort, et aussi moyen. En parlant des degrés forts, faibles et moyens, ils ont classifié les styles de management en 5 grandes catégories. La première grande catégorie, c'est lorsque le degré d'intérêt porté à la tâche et à l'humain est le plus important. Là, on parle de style démocratique, intégrateur. Deuxième style, c'est lorsque on se concentre beaucoup plus sur l'humain. C'est le style participatif, social. On va revenir sur l'ensemble de ces styles-là. Troisième style, c'est le style autoritaire. Et le quatrième, le style laxiste, c'est-à-dire l'intérêt ni à la personne, ni aux hommes. Et le cinquième, c'est la gestion intermédiaire. Et là, ils ont essayé de donner les caractéristiques de chaque catégorie. Alors, pour le style laisser-faire, le style laxiste, c'est-à-dire l'intérêt ni à l'homme ni aux tâches, parmi ces caractéristiques principales, c'est que l'approche fondamentale, sa description, c'est que généralement l'approche fondamentalement paresseuse, c'est-à-dire que le dirigeant, il ne s'implique pas, il délègue tout. Chacun peut faire ce qu'il veut dans l'entreprise. Et ces caractéristiques, c'est que, généralement, une mauvaise, basse préoccupation du personnel et de la production. Et la préoccupation principale, c'est éviter les conflits. Dans le sens où on n'aime pas la confrontation, on laisse chacun faire ce qu'il veut, comme ça, on est tranquille dans notre coin. Le problème, c'est que les résultats, le management est isolé, il y a une désorganisation, il y a le mécontentement, il y a le stress, il y a les conflits d'intérêts entre l'ensemble des personnes composant la structure ou l'organisation ou l'entreprise. Deuxième style, c'est lorsque l'intérêt porté à la tâche et à la production est plus important, mais l'intérêt porté aux hommes est faible. Alors là, sa description, c'est qu'il y a un leader qui est autoritaire. Vous avez quelqu'un qui est très autoritaire, il donne des ordres, il est très exigeant. Parmi ses caractéristiques, c'est qu'il ne se concentre que sur le travail. Il veut que le travail soit fait dans toutes conditions. Il ne prend pas en considération ni la sécurité du personnel, ni le niveau de leur motivation, ni l'essentiel pour lui, c'est que le travail soit fait. Généralement, on a une très bonne productivité à court terme, mais à long terme, nous avons un taux de mobilité, un turnover très important, c'est-à-dire les gens, ils ne restent pas dans l'entreprise, ils quittent l'entreprise pour aller ailleurs. Donc ce style-là pourrait produire ou périr, c'est-à-dire un style autoritaire. Troisième style, c'est à son opposé, c'est donner beaucoup plus d'importance aux personnes, mais pas à la production. Là, c'est le style country club. Lorsqu'on dit country club, là, le club social, c'est-à-dire une attention particulière aux personnes. On vit dans un climat très ambiant, on prend en considération les besoins des personnes qui travaillent avec nous et tout, mais le problème, c'est que leur sécurité est assurée, leur motivation est assurée, les conditions de travail sont là, le confort il est là, mais le problème c'est que généralement, vous avez une atmosphère amicale, mais pas de résultat, mais pas de performance. Et lorsqu'on n'a pas de performance, notre raison d'être n'est pas là. Quatrième style, c'est le style mi-chemin, ou là ce qu'on appelait la gestion intermédiaire. Chacun il peut utiliser, on utilise des vocables différents, mais généralement on veut dire la même chose. Là, c'est 50-50 quoi. C'est-à-dire, on se concentre sur les intérêts des personnes, mais aussi sur
la productivité et sur la production. Généralement, la préoccupation au personnel et à la production et la performance, elle est acceptable. Le résultat, on cherche toujours des compromis. Parfois, les compromis, ils ne font pas de bonnes choses. Les décisions prises sur la base du compromis, ni le personnel n'est satisfait, ni le niveau de la production est important. C'est ça l'inconvénient de ce style. Qu'est-ce qui reste? Il nous reste le 5e style, c'est ce qu'on appelle 9-9, ou le style d'équipe, où le meilleur, entre parenthèses, entre guillemets, le meilleur style, c'est la préoccupation élevée au personnel et la préoccupation élevée au travail. On se concentre, si le style mi-chemin, la gestion intermédiaire, le niveau de concentration sur les personnes et sur les tâches est moyen, là, le niveau de concentration et de préoccupation sur les tâches et sur les personnes est très important. Donc, vous avez un style doux, basé sur les propositions de la théorie Y de MacGregor, vous avez un travail en équipe, vous avez de l'engagement, vous avez le sentiment d'appartenance à l'entreprise, vous avez la compréhension de l'objectif organisationnel et parfois, par voie de conséquence, on est motivé pour aller dans le sens des objectifs de notre entreprise. Le résultat, un environnement d'équipe basé sur la confiance et le respect, la satisfaction du personnel, mais la satisfaction des propriétaires aussi, production élevée. Ça, c'est ce que Black & Mouton considère comme le meilleur style pour Black & Mouton. Les deux autres auteurs, c'est Paul Hersey et Kenneth Blanchard. Eux, comme je l'ai déjà avancé, ils ont apporté ce qu'on appelle la théorie du management situationnel ou le leadership situationnel. Vous allez comprendre pourquoi ils disent le management situationnel, le style de management situationnel, et c'est à ce niveau-là que nous allons répondre à la question que nous avons, une des réponses que nous avons posées au début, est-ce qu'il y a un meilleur style de management? Alors la théorie du style du leadership situationnel, pour eux, le modèle de leadership, il se base sur des principes simples. Premièrement, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de style de management passe-partout. Un leadership, un style de management devrait être adapté dans le temps et dans l'espace et avec les personnes avec qui on travaille. Donc, il dépend essentiellement de la maturité des personnes avec qui on travaille. Et ils ont défini 4 catégories de personnel. C'est ce qu'ils ont le niveau 1 de la maturité, M1. Ce sont des personnes peu compétentes, non motivées ou peu sûres d'elles, si je dis les personnes. Et deuxième catégorie, ce sont des personnes qui sont peu compétentes, mais motivées. Troisième catégorie, les M3, compétents, non motivés. M4, compétents et motivés. C'est comme si ils ont pris en considération 2 critères principaux, le niveau de la motivation et le niveau de la compétence. Et en se basant sur le niveau de la compétence et le niveau de la motivation, vous avez 4 catégories de personnel. Ceux qui sont motivés et compétents, ceux qui sont motivés non compétents, ceux qui sont compétents non motivés et ceux qui sont ni beauté ni vineto. C'est-à-dire ni motivation ni compétence. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est quel style de management adopter à chaque situation. Et on va revenir sur ça. Donc pour Blanchard et Hersey, les leaders doivent progressivement abandonner le contrôle des subordonnés au fur et à mesure que ceux-ci deviennent plus compétents. C'est-à-dire qu'au début, lorsqu'on les intègre, on peut les contrôler. Plus ils gagnent en maturité, c'est-à-dire en compétence et en motivation, plus on recule et on les responsabilise et on les implique dans le travail. Et 4 styles de management, donc 4 catégories de personnel en fonction du 4 niveaux de maturité, ils nous ont proposé 4 styles de management. Premier style, c'est le style directif ou autocratique. Le leader prend les décisions lui-même. C'est un petit peu dictateur, quoi. Le style persuasif, le verbe persuader, le leader prend les décisions lui-même
mais indique les motifs, c'est-à-dire quand même, il explique aux personnes pourquoi il a pris telle ou telle décision. Troisième style, c'est le style participatif. Le leader ou le manager, il demande de diriger ce qu'il convient de faire et il les fait participer dans la prise de décision. Il ne prend pas la décision tout seul. Il croit au fait qu'un seul cerveau, il ne peut pas tout contrôler. Il croit au fait que les intelligences, les ressources dont il dispose, ce sont des sources d'intelligence, d'information, de créativité, d'idées importantes. Et donc, il doit les impliquer avec lui. Et donc, il les fait participer dans son style de management. Quatrième style, c'est le style de délégation. Déléguer, c'est-à-dire, entre autres, décentraliser. Laisser les autres faire, pour qu'ils fassent un petit peu pour qu'ils prennent des décisions, pour qu'ils aient l'esprit d'initiative, pour qu'ils soient développés. Et vous allez le remarquer. Et la question, elle reste posée. Quel style de management? Pour quel niveau de maturité? Nous avons 4 styles ici, mais quel style pour quel niveau de maturité? C'est la question à laquelle je vais essayer d'apporter des éléments de réponse aujourd'hui. Donc, vous avez déjà la matrice élaborée ainsi. Vous avez comportement relatif à la tâche, comportement relationnel, ou le niveau de compétence, le niveau le niveau de compétence, puis le niveau de motivation, et vous avez 5 styles. Mais la question la plus importante, vous avez le persuasif, l'autocratique, le participatif et la délégation. Mais quel style en fonction de chaque catégorie? Les personnes qui sont ni compétentes ni motivées, généralement, on adopte un style autocratique, directif. Vous avez le M1, M2, M3 et M4. Et à la fin, j'aimerais bien poser une question. Après avoir traité les styles de management, les 5 catégories de styles de management chez les 5 auteurs, Carl Lewin, Francis Likert, MacGregor, Blanchard et Hersey et Black et Moton, maintenant une question de synthèse. Quelle est la différence entre un manager et un leader? Il y a le leadership, il y a le management. Quelle différence entre les deux? Alors, premièrement, un manager, il dit « je ». Un leader, il dit « nous ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un manager, il peut faire soi-même, il peut se préoccuper lui-même des choses qu'il fait. Par contre, un leader, il a toujours l'esprit d'équipe. Il a toujours l'esprit d'amener l'ensemble des personnes avec qui il travaille vers l'avant. Il a une vision et il veut aller de l'avant avec tout le monde et non pas seul. Deuxième élément de différence, c'est que un manager, il peut sanctionner en cas d'échec. C'est-à-dire que si une personne ne réussit pas son travail, n'atteint pas ses objectifs, un manager, il peut le sanctionner. Mais un leader, il peut chercher des solutions et négocier avec la personne afin qu'il sache l'origine, la source de l'échec pour qu'il ne le répète pas. Et donc, un leader, il cherche des solutions et il développe les compétences des personnes avec qui il travaille. Troisième différence, et un manager, il sait ce qu'il faut faire. Il sait ce qu'il faut faire et parfois, il cherche à le faire faire aux autres. Un leader, il fait. Un leader, il met la main dans la pâte, comme on dit. Il donne l'exemple. Al-Qudwa al-Hasana. Un manager, il utilise les gens. Un leader, il développe une équipe. Il développe surtout l'autonomie des personnes avec qui il travaille. Et lorsque on développe l'autonomie des personnes avec qui on travaille, on peut ne pas être indispensable par la suite. Mais attention, je vais contextualiser au Maroc. قال لي علمناهم وحلنا معاهم. هذا واحد البروفيرب qui nous pousse à ne pas développer l'autonomie des autres. Au contraire,
On peut développer les compétences des autres parce que déjà, si tu développes leurs compétences, ils vont devenir autonomes et ils ne vont pas faire appel à toi tout le temps et tu vas te consacrer à autre chose qui est beaucoup plus stratégique et beaucoup plus important. Deuxième chose, les sadaqa jariya. Un autre élément de différence entre un manager et un leader, c'est qu'un manager, il s'attribue les mérites. Lorsque les bons résultats ils sont là, il met sa cravate et il vous dit c'est grâce à la stratégie et à la tactique que nous avons mis en place, etc. Par contre, un leader, il récompense ceux qui ont contribué à ce travail parce qu'il le sait pertinemment, il ne peut pas le réaliser tout seul. Un manager inspire la crainte, il fait peur. Un leader, il génère l'enthousiasme. Il crée de la bonne ambiance dans l'équipe, mais la bonne ambiance qui ramène des performances importantes. C'est pour cela que c'est facile d'être beaucoup plus un manager et encore beaucoup plus un dirigeant que d'être un leader. Un manager, il commande son équipe au moment où le leader, généralement, il conseille son équipe. En résumé, quelle différence entre un manager, ou plutôt, je dirais même un boss et un leader? Je vous donne une image et je vous laisse le soin de l'analyser, de l'interpréter. Vous voyez où il se trouve le boss? Il est dans une situation confortable et il attend à ce que les personnes avec qui il travaille tirent la charrette vers le haut, ils tirent le travail, ce sont eux qui font le travail. Par contre, un leader, il est impliqué, il est avec le personnel, il est dans l'entreprise, il est partout, on le sent partout. Merci et à la prochaine.